à toutes et à tous. Merci aux organisateurs, et en particulier à Mme Roustan pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de la prévention secondaire du cancer du sein, donc du dépistage. Donc, moi, je suis radiologue avec une activité libérale et une activité hospitalière au centre Antoine Lacassenne. Donc, le dépistage, l'intérêt, vous avez bien compris, c'est de détecter chez des personnes a priori asymptomatiques, non malades, celles qui présentent des anomalies qui sont susceptibles d'évoluer vers un cancer, afin de traiter ce cancer de manière très précoce et de le guérir. Quels sont les moyens pour un dépistage? Il faut un test qui soit à la fois sensible, c'est-à-dire qu'il soit capable de détecter le maximum de cancers, qui soit spécifique, c'est-à-dire qu'il ne détecte que les cancers et qui sache faire la différence entre ce qui est cancéreux et non cancéreux, qui soit reproductible, c'est-à-dire que si vous allez à un endroit A ou B par deux médecins différents, vous aurez à peu près les mêmes conclusions, qui soit capable de détecter la maladie à un stade précoce et guérissable. C'est le cas pour le cancer du sein qui, dans la très grande majorité du cas, est un cancer qui évolue lentement, qu'il soit acceptable par la population visée, c'est-à-dire que c'est un examen qui ne va pas avoir d'effet secondaire pour la patiente, qui soit à un coût tolérable pour la société. Et donc le bénéfice attendu, ça sera une baisse de nombre de morts et donc une augmentation des guérisons de ce cancer du sein. Il n'y a qu'un seul examen qui répond à toute cette définition, c'est la mammographie. L'examen clinique, la palpation, c'est un examen qu'il faut faire, qui est recommandé, mais qui en dépistage seul est insuffisant. Il y a quelques très rares cancers qui sont palpables, mais non détectés sur les moyens d'imagerie, mais la très grande majorité des tumeurs sont détectables uniquement sur la mammographie. La mammographie, donc, c'est l'examen référence. Il détecte les lésions qui sont petites, à un stade avant qu'elles soient centimétriques. C'est les tumeurs qui ont le meilleur pronostic quand elles ont cette taille-là. C'est un examen qui est très sensible, c'est-à-dire, donc je vous rappelle, la sensibilité, c'est la capacité à détecter le maximum de cancers. Ça détecte à peu près 9 cancers sur 10 en moyenne. Cette détection, elle est meilleure si les seins sont très transparents et elle va diminuer si les seins sont plus denses. Les seins denses, habituellement, c'est les femmes jeunes qui vont avoir des seins denses. Et puis à partir de la ménopause, le sein va devenir de plus en plus transparent. C'est un examen qui est très spécifique, donc qui va être très bien capable de faire la différence entre quelque chose de bénin et quelque chose de malin. L'échographie. Il faut savoir que c'est un examen qui est insuffisant. Il y a des dames qui arrivent au cabinet en demandant qu'ils ne veulent que l'échographie, qu'ils ne veulent pas de mammographie. Donc c'est un examen qui, en dépistage uniquement, est insuffisant. C'est un ajout, c'est un apport à la mammographie et ça permet de rajouter 5% de spécificité, de sensibilité, à la mammographie, en particulier si les seins sont très denses. Mais seul, ce n'est pas un examen qui est correct. Et l'IRM, dont vous avez beaucoup entendu parler dans la presse, c'est un examen qui est très sensible. Vous voyez qu'il est plus sensible que la mammographie, donc il détecte plus de cancers que la mammographie. Mais malheureusement, c'est un examen qui est peu spécifique, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire facilement la différence entre cancer et non-cancer. Et donc faire une IRM en dépistage, outre le fait du coût important, c'est que ça va entraîner un grand nombre de biopsies pour des lésions qui seront bénignes au final. Alors comment est organisé le dépistage ? Pendant très longtemps, il y a eu uniquement le dépistage individuel, c'est-à-dire le dépistage à l'initiative du médecin généraliste ou du gynécologue qui donnait une ordonnance à sa patiente pour qu'elle aille passer une mammographie. Depuis 2004, il y a un dépistage organisé en France via la Prémasse pour le 06. Alors ça concerne les femmes entre 50 et 74 ans. Elles vont recevoir à leur domicile une invitation pour une mammographie tous les 2 ans. Et ceci sans avance de frais, c'est un examen qui est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Le dépistage organisé a eu un gros avantage, c'est qu'il a fait progresser la qualité des examens mammographiques qui étaient réalisés de manière hétérogène dans les cabinets et dans les hôpitaux en France. Parce que ce cahier des charges impose une vérification des appareils qui est fait par un organisme indépendant qui vient 2 fois par an dans tous les cabinets, vérifier que l'appareil est correctement étalonné, que la dose qui est délivrée est correcte, que l'écran sur lequel on interprète est de bonne qualité, qu'il n'est pas abîmé, que la mécanique fonctionne bien, que globalement l'image est de très bonne qualité. Le radiologue fait un test tous les jours aussi, le matin, mais il y a quand même un test obligatoire, donc 2 fois par an. Il y a une formation des intervenants qui est obligatoire, qui est imposée par le dépistage organisé. Donc les radiologues doivent faire une formation tous les 10 ans. Les manipulateurs doivent être formés régulièrement avec des rappels pour leur dire comment positionner la patiente pour optimiser au maximum la qualité de l'image.
Et puis enfin, le dépistage organisé, il y a une deuxième lecture qui est organisée, c'est-à-dire que les mammographies qui sont jugées normales par le radiologue sont relues par un deuxième radiologue pour une certitude qu'il n'y a rien sur ces mammographies. Et donc cette deuxième lecture, qui est uniquement dans le cadre du dépistage organisé, permet de rattraper sur la France entre 6 et 8% d'erreurs. Quels sont les bénéfices de ce dépistage? Il y a un seul critère indiscutable d'efficacité, c'est celui-là qui a motivé la mise en place en France et dans les pays occidentaux du dépistage organisé, c'est la baisse du taux de mortalité de la maladie, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de guérisons. Et c'est le seul critère qui est vraiment non subjectif, non soumis à des biais. On parlera tout à l'heure un petit peu de la polémique dont on parle sur l'inutilité du dépistage. Donc les études, la plus grosse étude qui avait été réalisée, c'est l'étude HIP, c'est une étude américaine qui avait montré dès les années 70 une baisse de la mortalité de 30% dès la 5e année de dépistage par mammographie des patientes. Il y a eu d'autres études ensuite et tout ça a amené, il a fallu quand même attendre 2004 pour avoir un dépistage organisé en France. Dans toutes ces études, le bénéfice il a été prouvé à partir de l'âge de 50 ans, entre 50 et 70 ans, c'est ce qui a été retenu donc, par la prémasse entre 50 et 74 ans. Il n'y a pas eu d'études pour l'instant qui ont prouvé que ça diminuait avant 50 ans. Un petit point sur la technologie, on peut assimiler ça à ce que vous connaissez sur les appareils photo numériques, hein, c'est un peu le même principe. Il y a les appareils analogiques, hein, ceux avec un film, ça, il n'y en a plus en vente actuellement. On est passé ensuite à une technique numérisée, c'est-à-dire qu'un ordinateur relisait le cliché photo, hein, le film, et le numérisait. Et puis maintenant, la grande majorité des appareils vendus sont des appareils numériques. Donc comme vos appareils, ça prend la photo directement et ça passe pas par l'intermédiaire d'un film. Les performances, elles ont été autorisées par le dépistage organisé depuis quelques années. Les performances ont été jugées équivalentes à l'analogique pour le dépistage. Et en plus de ces possibilités de l'analogique, on a aussi les possibilités du numérique. C'est-à-dire qu'on diminue quand même la dose irradiée à la patiente parce que l'ordinateur est capable de calculer, de s'adapter à l'épaisseur du sein pour calculer la dose optimale. Les biopsies, donc c'est fait aussi au cabinet de radiologie, sous anesthésie locale, c'est indispensable pour les ACR 4 et 5. Ça permet d'analyser au laboratoire et d'éviter, si la lésion est jugée bénigne, une chirurgie qui serait mutilante et qui ne servira à rien dans ce cas-là. Il y a plusieurs types de biopsies, selon la taille des lésions, selon qu'elles sont plus ou moins petites, selon que c'est des calcifications ou des nodules. On va faire des microbiopsies, des macrobiopsies. Ça, c'est au cas par cas. L'IRM, on va donc passer. Donc l'IRM, je vous ai dit, c'est pas un examen de dépistage, hein, c'est un examen qui est utile en complément de la mammographie quand il y a un doute, en fait. Parce que si elle est normale, il n'y a pas de cancer. Mais c'est pas un examen donc, de dépistage en première intention. Sauf chez les patients à risque génétique prouvé, le professeur Namer en a parlé, celles qui ont une mutation des gènes BRCA1 et BRCA2. Mais dans la population générale, ce n'est pas utilisé. Donc ça, c'était un exemple pour vous montrer comment ça se passe. On fait la mammographie, on détecte la lésion, on voit très bien en échographie. C'était une forme particulière sur la biopsie, on a fait une IRM, on voit très bien la lésion, et puis on détecte ce petit nodule, là, un deuxième petit nodule un peu plus loin. Et un troisième petit nodule un petit peu plus loin. Alors on revoit la patiente, on recherche à nouveau en échographie, et puis on a ces petites images spécifiques. Et puis on refait un prélèvement, et puis c'était une deuxième lésion dans le même sein. Voilà, tout ça pour vous montrer comment on articule. Et puis ça se termine par le repérage, avec la mise en place d'un petit fil pour que le chirurgien puisse aller enlever la lésion principale et les autres petites lésions en même temps dans le même geste opératoire. Donc la polémique principalement, c'est dire est-ce qu'on ne fait pas du surdiagnostic, puisque en parallèle de la réduction de mortalité, on trouve de plus en plus de cancers en dépistage. Cette augmentation, est-elle due en fait au dépistage, puisqu'on sait que certains cancers pourraient être quiescents, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlés par la patiente et ils n'évolueraient pas. Il y a certains auteurs qui vont même jusqu'à parler de 20% de surdiagnostic. Donc, suite à toutes ces polémiques, il y a quand même des réévaluations constantes. Chaque année, il y a des groupes qui se repenchent sur la question. Les plus grosses études, je vous les sors, c'est l'Euroscreen Working Group en juin 2012, qui a reconfirmé ce qui avait été dit par l'étude HIP dans les années 70, c'est-à-dire que le dépistage en Europe a entraîné une diminution de la mortalité à 25%, et par des processus mathématiques, ils ont estimé que le surdiagnostic
était d'environ 6,5%. Il y a une autre étude qui était une étude uniquement en Angleterre qui concluait pareil à une 20% de diminution de mortalité avec un surdiagnostic de 19%, surtout pour les CCIS, c'est des tumeurs in situ, c'est-à-dire des tumeurs précancéreuses, enfin, qui sont cancéreuses mais qui sont toutes débutantes. Donc juste pour que vous fassiez une idée plus simple de ce que je viens de vous dire, pour l'Euroscreen, leur conclusion c'est que pour 1000 femmes qui vont participer au dépistage, il va y avoir 71 cancers de découvert. Il va y avoir 4 surdiagnostics. Alors que vous comprenez bien, un surdiagnostic, c'est un cancer. Hein. Ce n'est pas une lésion qui est prise à tort pour un cancer. C'est un cancer, mais c'est un cancer qui, par modèle mathématique, on sait qu'il n'aurait pas évolué. Mais actuellement, il n'y a aucun moyen de savoir, quand on a détecté un cancer, s'il va évoluer ou non. Et donc très certainement, la solution à cette polémique, ça sera quand les scientifiques auront trouvé comment faire une empreinte en fait, pour distinguer la tumeur qui va évoluer de celle qui n'évolue pas. Mais ces 4 surdiagnostiquées vont être traitées comme si elles avaient un cancer qui allait devenir agressif, mais ce n'est pas le cas. Il va quand même y avoir 7 à 9 décès d'évités chez ces 1000 femmes, et il va y avoir 30 biopsies qui vont être inutiles, entre guillemets, puisqu'en fait ça va quand même rassurer la patiente, mais ça va être des biopsies qui auront été réalisées pour des lésions qui sont bénignes au final. Voilà, donc sachez, ayant en tête ce chiffre-là, pour 1000 femmes, il y a 4 surdiagnostics. Qui, bon, il faut que vous fassiez votre idée par vous-même, savoir si... Moi, je pense que l'intérêt du dépistage est évident, mais c'est là-dessus qu'est basée toute la polémique actuelle du dépistage. Voilà, je vous remercie. Thomas, est-ce que tu pourrais nous rassurer sur l'innocuité de la mammographie? Les études qui ont été portées sur le nombre de cas radio-induits, hein, puisque c'est ça, du moment qu'on respecte cet âge entre 50 et 74 ans, il n'y a pas eu démontré qu'il y avait de risque, le risque est négligeable. Après, c'est vrai que c'est pas encore exactement démontré pour les dépistages qui commencent très tôt, en particulier avant 40 ans, parce que là, le sein est plus radiosensible, parce qu'il est plus jeune, il est plus radiosensible, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'études pour l'instant sur ça, si ce n'est chez les patientes à risque génétique, et auquel cas, si tu veux, l'augmentation de risque due aux mutations génétiques l'emporte sur le fait de risquer un cancer qui est induit par la mammographie. Monsieur Namer, je parle sous votre couvert, le taux de couverture n'est que de 50 ou 60%, avec 25% de dépistage individuel, ça veut dire qu'il y a 25% de femmes... En gros, il y a qui ne sont pas dépistées. Un tiers qui répondent aux invitations, un tiers qui le font d'une façon spontanée, individuelle, et un tiers qui ne font pas. Et ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est le tiers qui ne fait rien. Hein? Encore, ceux qui font d'une façon un peu individuelle sont embêtants pour nous, nous les organisateurs, on est un petit peu frustrés, quoi. Oui, mis à part le problème, et en plus, c'est embêtant quand même pour les résultats. Mais c'est pas grave encore, c'est pas trop grave, parce que la femme va avoir une mammographie. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le tiers qui ne vient pas du tout, qui ne fait rien du tout. Et ça, c'est un peu embêtant. Des questions? Je peux... Ah oui. Je profite, j'ai le micro, alors je profite. Je voulais revenir vers le surdiagnostic dépistage. Vous avez très bien montré le bénéfice par rapport au surdiagnostic, il est évident, quoi. Il n'y a pas de problème en bas. Et le surdiagnostic, c'est quoi? C'est le dépistage de quelques pathologies d'in situ, quoi, les in situ qui n'évolueraient pas. En gros, il y a 13% de d'in situ. En gros, quand on fait le bilan sur des années, et la moitié à peu près, vous avez dit que la moitié, 6-7% à peu près, aurait pu ne pas évoluer. Eh bien, je ne crois pas, moi, que c'est du tout quelque chose qui m'inquiéterait. En tout cas, moi, si quelqu'un ne m'a pas mis un cancer in situ découvert comme ça par le dépistage, je ne me poserai pas de questions pour savoir si éventuellement, peut-être qu'elle n'évoluerait pas, je la ferai opérer tout de suite. C'est-à-dire après, peut-être qu'elle a été opérée pour rien, mais au moins, elle n'aura pas de cancer du sein. Voilà.